Bonjour à tous et bienvenue sur mon canal pour cette nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui sont nouveaux sur ce canal, cette vidéo est la 4e d'une série où je réponds aux questions que les personnes m'ont posées sous les commentaires des vidéos précédentes ou en privé sur la page Facebook et Instagram. Donc je tiens à préciser qu'il n'est pas nécessaire d'avoir vu les 3 premières vidéos où j'ai répondu aux questions précédentes pour réussir à suivre celle-ci. Alors je vais faire ma petite introduction habituelle qui est celle de rappeler que les réponses que je donne aux questions que vous m'avez envoyées est le fruit exclusif de mon expérience personnelle, donc comme telle, elles ne prétendent pas d'être le reflet de la vérité absolue. De plus, cette fois-ci, j'ai bien conscience que la vidéo ne durera certainement pas les 10 minutes espérées, donc asseyez-vous confortablement et c'est parti. Alors, je vais commencer tout de suite par une question posée par Kérim 888 sous la vidéo des Annales Akashiques numéro 5. Bonjour, j'ai une question. En quoi notre planète Terre est-elle si spéciale au point de s'incarner ici? Alors ça, c'est un thème que j'ai déjà affronté dans les vidéos précédentes et à laquelle il me semble avoir déjà répondu. Mais si elle m'a été posée à nouveau, cela signifie qu'elle mérite une fois de plus d'être abordée. Le système terrestre, comme nous le connaissons, est un système extrêmement important au niveau des possibilités d'expérience. Par rapport à ce que moi j'ai rencontré et expérimenté dans mes voyages astro, donc tout cela reste propre à moi, je me suis rendu compte d'un fait important. C'est-à-dire que dans la majeure partie des systèmes, des mondes visités, la fourchette énergétique est très réduite. Et qu'est-ce que j'essaye de vous dire? Ce que je veux dire, c'est que par exemple, si vous allez dans d'autres mondes ou d'autres dimensions, vous vous rendrez compte assez vite que le type de vibration qui se manifeste est plus ou moins la même. Donc, si vous allez, par exemple, dans des mondes de basse fréquence, vous verrez que l'état d'âme qui règne est plus ou moins le même pour tous. Donc, vous aurez des mondes où seul règne, par exemple, la colère. Et vous en aurez d'autres où vous ne trouverez que la peur, d'autres encore où vous ne trouverez que des sentiments de culpabilité, etc., etc. Et cela vaut aussi pour les dimensions qui sont beaucoup plus hautes que la nôtre, où là aussi, il ne règne qu'une fourchette vibrationnelle très réduite, ce que j'appelle d'état d'âme. Donc, je les appelle état d'âme, mais bon, vous comprenez, je pense, à travers ce terme, ce que j'essaye de vous expliquer. Donc, dans ces mondes-là, la progression et la régression sont très difficiles, car sans la palette des émotions à notre disposition, il est très difficile de pouvoir expérimenter des choses différentes par rapport à ce que l'on vit. Donc, si vous êtes dans un monde où l'on ne ressent que de la colère, ou bien dans un monde où l'on ne ressent que de l'amour, sans avoir accès aux autres émotions, vous vous trouvez enfermé dans ce que moi j'appelle un état statique. Et être dans un état statique signifie être en quelque sorte bloqué. Et comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, c'est une des raisons qui porte des êtres de vibration plus élevée, par exemple, à vouloir s'incarner sur Terre. Et d'ailleurs, alors le fait que la planète Terre soit aussi unique en son genre, de par le fait qu'elle ait à disposition dans le même lieu toutes ces émotions expérimentables, m'a fait dernièrement penser à une chose importante. Alors je m'éloigne un petit peu de la question de départ, mais vu que j'ai l'occasion d'en parler, j'en profite. Vu que la Terre, comme lieu d'apprentissage, de croissance de la conscience,
par rapport à comment elle est structurée, est aussi unique et importante, je me suis demandé qu'est-ce qui pousserait des êtres à la rendre un lieu uniquement de basse fréquence ou uniquement de haute fréquence. Alors, je vais reformuler ma question de manière un petit peu plus simple. Vu que le fait de côtoyer constamment dans un même endroit le bien et le mal, entre parenthèses, nous permet d'évoluer. Pourquoi ici sur Terre, il devrait forcément y avoir un vainqueur entre le bien et le mal qui conduisent à l'élimination de l'apprentissage? Alors, on entend souvent des personnes, surtout dans les milieux religieux et spirituels, qu'il y a cette fameuse bataille continue entre le bien et le mal, et que bientôt le bien l'emportera ou que le mal l'emportera. Eh bien moi, en fait, je n'y crois pas du tout à cette lutte finale. Parce que je pense que la seule lutte qui existe ici sur Terre est en réalité une lutte pour l'équilibre entre le bien et le mal, et non une victoire définitive d'une des deux factions. Si ce système existe ou a été conçu pour pouvoir expérimenter, pour pouvoir rentrer en contact avec toutes ces émotions, bonnes ou mauvaises qu'elles soient, hein, bien sûr, quel avantage on obtiendrait? Alors pratiquement aucun, donc toujours selon moi, hein, on se retrouverait juste avec un énième système, comme il en existe des milliards d'autres, toujours de haute ou basse fréquence. Dans notre système terrestre, qui s'incarne avec une basse fréquence, a l'immense possibilité, ici, de rentrer en contact avec des personnes qui vibrent à haute fréquence et voir leur style de vie. Et qui vibre à haute fréquence a l'immense possibilité, l'immense chance de rentrer en contact avec des personnes qui vibrent à basse fréquence et de comprendre pourquoi ils agissent comme ça. Donc, personnellement, je ne vois pas l'intérêt de la fin d'une telle lutte. On le voit dernièrement, par exemple, ces derniers mois et ces 2 dernières années avec le Covid. Non, alors on dit la Covid, pardon, oui, en français c'est féminin. Alors dernièrement, j'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont dit textuellement cette phrase: depuis qu'il y a la pandémie, les gens sont devenus super méchants. Alors en fait, je ne suis pas du tout d'accord avec cette affirmation. Parce que les gens ne deviennent pas méchants, mais c'est juste que ce genre d'expérience refait sortir leur nature la plus profonde. Donc tant que vous vivez dans l'abondance, dans la paix, vous demeurez dans un espèce d'état statique, justement, parce que rien ne vient, disons, vous chatouiller. Mais lorsqu'arrivent des événements de ce genre, qui viennent toucher des parties de vous jusqu'alors, grâce au bien-être dans lequel vous vivez, enfoui profondément, c'est là que l'on voit la vraie nature des personnes. Vous trouverez des personnes qui ont toujours, par exemple, condamné, qui dénonçaient les personnes pendant la Seconde Guerre mondiale, qui se découvriront délateurs, suspicieux. Vous en avez d'autres qui se sont toujours considérés extrêmement courageux, qui se découvriront peureux et égoïstes. Vous en aurez d'autres encore, par exemple, qui ont toujours proclamé la modération, la tolérance et le respect, et qui commenceront à utiliser, à avoir un langage extrêmement violent pour faire passer leurs idées. Et vous en trouverez d'autres, au contraire, qui se découvriront généreux, bienveillants, altruistes, etc., etc. Donc moi, personnellement, j'ai toujours tendance à accueillir ce genre d'expérience de manière positive parce qu'elles permettent de révéler la vraie nature des personnes qui nous entourent, mais aussi notre vraie nature. Alors, en Italie, il y a une expression qui dit è l'occasione che fa il ladro, c'est l'occasion qui fait le voleur. Donc voilà, ça représente un petit peu, tant qu'on n'a pas l'occasion de montrer notre vrai potentiel, bon ou mauvais qu'il soit, il reste enfoui et caché, et
souvent apparaît un nouveau visage. Il y a la scène d'un film en particulier qui parle de ce mécanisme, qui est la scène du film Constantine, je pense que ça se prononce comme ça, on le prononce comme ça en français, lorsque le protagoniste, à la fin, parle avec l'ange Gabriel. Donc pour ceux qui ne l'ont jamais vu, je vous encourage à aller le voir. Et je dois dire que ça m'a toujours posé une interrogation, ce que dit Gabriel dans cette scène. Parce que bon, l'ange Gabriel, c'est quand même un archange qui est important et qui lutte pour le bien, normalement. Alors que là, ce qu'il faut savoir, c'est que Gabriel, dans ce film, est un petit peu le méchant, hein. Mais disons que les raisons qui le poussent à être méchant reflètent un petit peu ce que j'essaye de vous expliquer. Alors, toujours à cause du copyright, je ne peux pas mettre l'extrait du film dans la vidéo. Mais si vous allez sur YouTube, il vous suffit de taper dans la barre de recherche Constantine et Gabriel pour voir apparaître l'extrait dont je parle. Mais bon, pour résumer, disons que à la fin, Constantine découvre que c'est l'ange Gabriel qui a fait un espèce de pacte avec le fils du diable. Parce que selon Gabriel, pour rendre l'humain digne d'accéder au règne de Dieu, donc d'accéder à des dimensions plus hautes, si on peut l'interpréter avec ma vision des choses, il a décidé de faire venir le fils du diable sur terre pour répandre la guerre, la peur, etc., etc. Parce que selon lui, selon l'ange Gabriel, seulement pendant ces situations, la vraie nature de l'homme sort et l'on peut vraiment distinguer qui a une haute conscience par rapport à qui a une basse conscience et donc qui est digne du règne de Dieu. Voilà, pour faire un petit peu le résumé. Alors rappelons-nous que ce ne sont pas les actes que nous faisons, mais l'intention que nous mettons à faire ces actes qui nous définit. Donc dans le cas de l'ange Gabriel, même si son discours rejoint un petit peu le mien, disons que les intentions de base qui le poussent à tenir ce genre de discours ne sont pas tout à fait les mêmes que les miennes. Alors maintenant passons à la deuxième question qui a été posée sous la vidéo des voyages astrales numéro 6, comment se défendre en astral, et elle m'a été posée par Esther FVX. Quand vous parlez de désintégration, comment cela s'est-il passé et cela peut-il aussi nous arriver à nous? Dans ces cas-là, pouvons-nous parler de désintégration complète ou du simple fruit de notre imagination? Alors, si je me rappelle bien de la vidéo sous laquelle elle a posé la question, j'imagine que Esther est une fille, Esther parle du fait que j'ai désintégré en astral un être non terrestre qui allait m'attaquer. En ce qui nous concerne, nous voyageurs astraux, nous pouvons perdre notre enveloppe en astral, mais pas notre conscience. Donc nous n'avons pas de problème de ce côté-là. Mais les êtres qui vivent constamment en astral, eux, en revanche, ont seulement ce type de corps à disposition. Donc ensuite, sur ce que devient leur conscience, je n'en ai aucune idée parce que je n'ai jamais enquêté sur ça. Nous, en revanche, donc comme je l'ai dit, nous avons notre corps physique qui nous attend dans notre lit lorsque nous perdons notre enveloppe astrale. Donc, moi personnellement, il m'est arrivé plusieurs fois de me faire tuer. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis retournée immédiatement dans mon corps et je me suis réveillée. Donc disons que qui fait un voyage astral a toujours sa bouée de secours, a toujours son corps qui peut l'accueillir. Alors que ces autres êtres qui vivent constamment dans ces dimensions, je ne pense pas qu'ils aient une bouée de secours. Je pense qu'il se passe ce qui se passe quand nous mourrons ici, c'est-à-dire que notre conscience se détache et va
dans l'endroit qui est plus compatible à elle énergétiquement. Alors que quand nous sommes en astral et que nous perdons notre enveloppe, disons, astrale du voyage, nous sommes tout de suite, nous retournons dans l'endroit où nous sommes, disons, habituellement stables. J'espère que j'ai essayé, vous avez compris ce que j'ai dit. Donc en fait, quand je parlais de désintégration dans cette vidéo, je faisais référence au fait que j'ai vu le corps de cet être se désintégrer, mais je ne sais pas ce qui est arrivé à sa conscience ou à son âme, comme on peut l'appeler. Ensuite, si c'est le simple fruit de mon imagination ou pas, je ne peux malheureusement rien certifier. Peut-être que ça l'est ou peut-être que ça ne l'est pas. Alors, ensuite, la prochaine question qui m'a été posée sous la vidéo précédente de question-réponse numéro 3 est de Idéal de vie 42. Ça doit être un compte professionnel de vie. Donc, la question est la suivante. Selon votre expérience, les civilisations plus évoluées tendent-elles vers l'androgynéité? Alors, selon mes observations, toujours, qui restent bien sûr absolument personnelles, oui. Alors, tout d'abord, tenez compte que la dualité sexuelle, si on peut l'appeler comme ça, donc le fait de s'incarner homme ou femme, est extrêmement importante, elle aussi, dans l'expérimentation que nous venons faire ici. Mais une fois les problématiques résolues par rapport aux dynamiques que comporte d'être incarné comme femme ou homme, donc je parle par exemple des inégalités, surtout au niveau des cultures, de la société, etc. Une fois que cette parité, cette égalité est atteinte, la nécessité d'avoir une enveloppe corporelle de sexe différent n'a plus lieu d'être. Cet instrument n'est plus utile. Mais d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je trouve que l'espèce humaine est en train petit à petit d'évoluer vers cette androgynéité. Alors c'est une parole que j'ai pas trop l'habitude d'utiliser. Depuis que nous avons entrepris cette espèce d'aplatissement des différences entre hommes et femmes, de plus en plus de personnes naissent avec une identité non genrée. Nous sommes en ce moment même, toujours selon moi, dans une phase de transition où de plus en plus de personnes qui se sentent femmes mais naissent dans le corps d'un homme ou vice-versa. Et en ce moment, j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans une phase critique de notre évolution où les personnes ont un peu de mal à se situer, où ils se sentent confus, et je pense que cette phase durera encore pendant plusieurs années, voire plusieurs siècles, jusqu'à arriver à une stabilisation et où le genre n'existera plus. Ensuite, la quatrième question, toujours sous la vidéo question-réponse numéro 3, est cette fois posée par Jean-Pierre Niou. Pourquoi les personnes que je rencontre pendant mes rêves lucides ne semblent pas comprendre lorsque je leur explique que tout n'est en fait qu'un rêve et que rien de ce qui se passe autour est réel? Alors, j'avais affronté ça dans une autre vidéo précédente, mais je ne me rappelle plus laquelle, donc je vais y répondre ici. Alors ça, c'est un phénomène que moi aussi j'ai souvent rencontré, parce que cherchant des confirmations dans le fait des voyages astraux, à chaque fois que je rencontrais quelqu'un que je connaissais, proche à moi, comme mes parents, des amis, etc., la première chose que je faisais, c'était d'essayer de les réveiller. Mais dès que je commençais à être très insistante et que je commençais à les secouer en disant justement ce que vous avez dit, donc réveille-toi, ce n'est qu'un rêve, rends-toi compte, ce n'est pas la réalité. En fait, les gens se bloquent, leur regard commence à se perdre dans le vide
Et dans la majeure partie des cas, ils disparaissent d'un seul coup. Donc en fait, je pense qu'à ce moment-là, pendant une fraction de seconde, en fait, ils prennent conscience dans le rêve d'être dans un rêve, et la stupéfaction de la chose leur provoque un espèce de mini-choc et les fait retourner dans leur corps et les réveiller. Et c'est pour ça selon moi, qu'ils disparaissent. Donc en fait, les réactions que vous rencontrez, c'est les mêmes que je rencontre. Donc selon mon expérience, c'est normal. Ce qu'il faut bien penser, c'est que la majeure partie des personnes n'a jamais vécu ce genre d'expérience. Pas même un simple rêve lucide. Donc, ce genre de prise de conscience peut être assez traumatique pour beaucoup d'entre eux. Si vous pensez que beaucoup de voyageurs astraux racontent que leur première sortie n'a pas duré plus de quelques secondes, parce que le fait de se voir hors de leur corps les a tellement choqués ou effrayés qu'ils sont immédiatement retournés dans leur corps. Et ça, ce sont des gens qui cherchaient à faire une sortie astrale, qui savaient à quoi s'attendre. Donc, une personne qui n'a pas qui n'est pas préparée aura difficilement une réaction autre que celle-ci. Ensuite, la 5e question est celle de Ron K7, 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 on dit en français, K7, qui a été posée sous la vidéo des Annales Akashiques numéro 2, partie 1. Donc la question est la suivante. J'ai vu dans cette vidéo, donc celle des Annales Akashiques numéro 2, que tu as fait référence au livre de Daniel Meroy, qui a ses sources dans les Annales. Moi, ici, j'ai le livre d'Eurantia, je ne sais pas comment ça se prononce. Est-ce que ce livre est vraiment canalisé par la source, d'après toi, ou c'est une distorsion farfelue? Alors, sincèrement, je ne peux pas répondre à cette question. Parce que les récits des Annales Akashiques, les récits que vous entendez sur les voyages astraux sont difficilement vérifiables. À part bien sûr si vous mettez une expérimentation en place, où vous mettez 10 personnes autour d'une table, en ce qui concerne les Annales Akashiques, que vous posez la même question à tous et que plus ou moins avec leurs propres mots et leurs propres références, comme d'habitude, vous donneront une réponse similaire à la question posée. Donc il est difficile de déterminer la bonne foi de qui nous raconte ces choses. Alors moi-même, je suis la première à être mise en cause lorsque je raconte de mes sorties en astral. Qu'est-ce qui prouve ma bonne foi? Vous êtes tous devant votre écran en ce moment même à regarder ce que moi je raconte, mais personne de vous ne me connaît personnellement. Donc, qu'est-ce qui peut bien vous donner la certitude que ce que je suis en train de vous dire est la vérité? Vous ne pouvez pas le savoir. Ou alors, en ce qui me concerne, vous pouvez peut-être avoir vécu des situations similaires à les miennes et qui vous induit à voir un semblant de vérité dans ce que je raconte. Moi, c'est la même chose. Je ne peux pas savoir, je ne peux pas avoir la certitude que ce que Daniel Meroy a raconté dans ses livres est la vérité et qu'il est réellement rentré dans les Annales Akashiques, par exemple, en ce qui concerne le livre que j'avais cité de Joshua, de Jésus. Donc, pour vérifier la vérité de ses propos, je devrais déjà ne jamais avoir lu son livre pour ne pas être influencé. Je devrais ensuite rentrer dans les Annales Akashiques du même personnage duquel lui-même est rentré. Mais sincèrement, c'est pas ce qui m'intéresse en ce moment de faire. J'ai autre chose à faire. Poser les mêmes questions que lui a posées aux Annales. Et donc, pour cela, je devrais avoir lu le livre. Donc, c'est un petit peu problématique. Et ensuite, voir si le sens des réponses qui arrivent est le même que celui que lui-même a reçu. Donc, c'est faisable, je ne le nie pas, mais sincèrement, donc je le répète, c'est pas ma priorité dans cette vie.
Alors, on arrive à la fin avec les 2 dernières questions et il ne pouvait pas manquer ni Cédric ni Lilian. Mais bon, non, Cédric, c'est parce que Cédric, il y a quelques mois, m'avait posé une question sous la vidéo de question numéro 1. Je l'avais imprimée avec les autres pour la faire dans les vidéos précédentes, mais en fait, je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai complètement sauté. Donc, Cédric, pardon. Donc, je vais la faire dans cette vidéo. Alors, la question, comme d'habitude, est un petit peu longue, mais je vais la lire en entière parce que sinon, vous risquez de ne pas comprendre ma question. Ma réponse, pardon. Je vais y arriver. Si l'on ne se réincarne qu'en humain, dans des idées propagées par les collapsologues et le modèle mathématique World 3, pardon, j'étais en train de... Non, tu dois lire en français, Gwen, pas en italien. Donc, et le modèle mathématique World 3 sur les limites d'une croissance infinie dans un monde dont les ressources sont finies, y a-t-il une possibilité d'extinction de l'être humain ou une réduction massive d'habitants sur notre planète, ce qui risque de faire bouchon entre les âmes qui veulent revenir sur Terre et une population décroissante. Parce que sans être partisan de la collapsologie, j'ai du mal à imaginer un avenir radieux pour l'être humain dans les prochains siècles si l'on continue à vivre comme actuellement. Sauf si un voyageur astral ramène une conception de technologie révolutionnaire pour régler nos problèmes de production d'énergie. Donc, cette question a été posée sous la vidéo question, je réponds à vos questions numéro 1. Donc, elle date d'il y a au moins 4 ou 5 mois, même plus. Alors, sincèrement, pour pouvoir répondre à cette question, j'ai dû aller voir ce que sont les collapsologues. Donc, merci Google. Donc, en fait, si j'ai bien compris, pour ceux qui, comme moi, ne le savent pas, c'est, selon Wikipédia, un courant de pensée transdisciplinaire apparu dans les années 2010 qui envisage les risques d'un effondrement de la civilisation industrielle et ses conséquences. Donc en fait, c'est un petit peu l'image des films post-apocalyptiques que l'on voit dernièrement au cinéma. Donc un futur super joyeux. Donc premièrement, je vais contredire ta première phrase qui dit si l'on ne se réincarne qu'en humain, et qui est la base pour la suite de ton raisonnement, je peux t'affirmer que le système humain, comme je l'avais dit dans les autres vidéos, n'est pas le seul dans lequel nous pouvons nous réincarner. Donc, s'il n'y a plus de place sur Terre pour s'incarner, les âmes iront s'incarner ailleurs. Fin du problème. Ensuite, que l'être humain arrive à une extinction, là aussi, en fait, c'est pas un problème parce que s'il n'y a plus de corps humain pour accueillir les âmes pour faire des expériences, ces mêmes âmes iront faire des expériences ailleurs, simplement. C'est sûr que ce sera un gros problème parce qu'un système comme le nôtre est assez rare, mais bon, on fera sans. Rappelez-vous que dans notre situation actuelle, du point de vue de l'environnement et de l'écologie, ce n'est pas la Terre qui risque de disparaître et que l'on doit sauvegarder, mais c'est l'espèce humaine. Donc même si l'on lance des bombes nucléaires partout, qu'il y a le réchauffement climatique, etc., les seuls qui en souffriront, ce sont tous les êtres vivants qui vivent sur la planète et non la planète elle-même. Donc la dernière question est celle de Lilian et elle a été posée sous la vidéo Voyage astral numéro 4, le marais des ânes. Le marais des ânes. Bon, c'est bon là. Là, je suis arrivée à mon maximum. Voyage astral numéro 4, le marais des âmes. Alors là aussi, la question est super longue. Et d'ailleurs, il y a plusieurs questions dans le texte qu'il m'a écrit sous la vidéo.
Donc je vais en lire un petit morceau à la fois et répondre une à une pour éviter de perdre le fil. Alors, je voulais savoir si dans tes voyages astro, ton corps physique a la même apparence que dans le monde matériel et si tes sens fonctionnent à la même manière. Vois-tu avec tes deux yeux ou bien avec une vision à 360 degrés. Alors en ce qui concerne mon apparence physique, les seules fois où je me suis regardée dans un miroir, où j'étais beaucoup plus vieille que l'âge que j'ai actuellement, ou donc autour de 70-80 ans, hein, plus ou moins, pas l'âge que j'ai maintenant, l'âge avec lequel je me voyais dans le miroir, j'avais l'impression d'avoir 70-80 ans. Donc j'avais des rides, j'avais les cheveux blancs, etc. Ou alors j'avais le corps et le visage tout déformés. Donc mon apparence physique actuelle, mais avec les traits du visage un peu déformés. Par rapport à ce que me dit qui je rencontre, on me décrit souvent très lumineuse, à tel point de ne pas réussir à distinguer les traits de mon visage. Et ce que je note souvent, parce que pour pouvoir me stabiliser dans l'environnement où je me trouve, pour fixer mon attention, je regarde mes mains et très souvent je vois que mon majeur est beaucoup plus long par rapport à son aspect actuel et que mon annulaire, enfin mes annulaires, sont légèrement recourbés vers le majeur de cette main. Donc ça fait une espèce de forme comme ça en fait, ce doigt là, mais pas replié sur vraiment replié sur le côté. Bon, donc je vais pas trop forcer hein, parce que sinon ça va me faire mal. En ce qui concerne les sens, donc ils sont effectivement exacerbés et j'ai la vue à 360 degrés. Mais en fait c'est pas vraiment une vue de l'intérieur de mon corps, ou plutôt ma conscience se trouve à l'extérieur et à l'intérieur de mon corps au même moment. Alors je sais que c'est pas facile de comprendre ce que je dis tant qu'on ne l'a pas vécu, mais c'est vraiment comme si j'étais à l'intérieur et au même moment à l'extérieur de mon corps. Donc en fait j'arrive à voir partout, donc devant, derrière, sur les côtés, au-dessus, en dessous, au même instant. Et je ne me limiterai pas à dire que c'est une simple vue à 360 degrés, mais ce sont littéralement tous mes sens qui sont à 360 degrés. Alors je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, j'arrive pas à le définir d'une façon différente. Ensuite, je continue dans ces questions. Donc, pareil, si tu dialogues avec d'autres personnes dans ces dimensions, est-ce une forme de télépathie ou bien est-ce que cela reproduit notre monde de matière? Alors oui, en fait, c'est une forme de télépathie, mais ce n'est pas seulement une télépathie mentale, mais c'est surtout une télépathie sensorielle et émotive. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit que c'était vraiment tous les sens qui sont à 360 degrés. Alors ensuite, en ce qui concerne la reproduction du monde de matière, oui, parce que je suis dans une enveloppe qui est compatible avec ce qui m'entoure dans ce monde astral. Donc les choses deviennent matérielles pour moi. Donc les gens qui sont en face de moi ont une solidité, je peux les toucher, comme je peux toucher les objets, etc. etc. C'est comme être ici, et c'est ça qui est très impressionnant la première fois qu'on se retrouve en astral. C'est vraiment la solidité de ce qui nous entoure. Ensuite, sa question continue ainsi. Je me demande souvent pourquoi ces dimensions ressemblent à ce que nous connaissons sur Terre. Théoriquement, si on n'est plus dans la matière, les choses devraient être totalement différentes. Vu ce que l'on connaît dans notre univers, vu que ce que l'on connaît dans notre univers est fait de matière que l'on perçoit avec ce que nos 5 sens nous permettent de voir et comprendre. Dans l'astral, étant dans des dimensions liées à l'esprit, est-ce que finalement il s'agirait de mondes étant une projection mentale de ce que nous connaissons dans notre univers de matière? Et si oui, comment cela est construit? Par projection de type égrégore, pensée créatrice, etc. J'ai remarqué que les descriptions de voyages astro, expériences de mort imminente et messages médiumniques sont toujours quasiment identiques. Il y a toujours une grande part de symbolique
dans la description de ces mondes. Il y a aussi très souvent une dimension archétypale dans les représentations, que cela soit l'enfer ou le paradis, la lumière, l'ombre, les êtres lumineux ou bien des monstres, etc. Comme si tout cela était produit et conditionné par notre culture, nos croyances et nos représentations symboliques. Alors sincèrement, je ne me sens pas assez intellectuellement ou culturellement équipée pour pouvoir répondre à ces affirmations, surtout la dernière partie du texte. Tant que vous me posez des questions concrètes sur l'astral, comme le fait de la vue, etc., je peux y répondre. Mais dès que vous me posez des questions sur les égrégores, les archétypes, etc., n'ayant jamais trop approfondi les thématiques qui en parlent, donc les thématiques ésotériques, les livres initiatiques, etc., pour moi c'est difficile d'y répondre. Je n'ai pas développé une grande culture sur ces thèmes. Je suis absolument d'accord que lorsque nous allons dans ces dimensions, il arrive très souvent que nous projetons des phénomènes à l'extérieur de nous. Mais comment cela se construit? Alors là, je ne me sens pas qualifiée pour répondre à ce genre de questions. Parce que, justement, je le répète, je n'ai pas la culture pour pouvoir y répondre. Ce qu'il faut savoir, et c'est quelque chose que je peux affirmer tranquillement, parce que j'en ai fait l'expérience, c'est que beaucoup de mondes, de dimensions, surtout dans le bas astral, ressemblent à ce que nous connaissons sur la Terre. Parce qu'ils ont été créés à travers des âmes qui ont fait d'abord des expériences sur la Terre, et donc qui ont projeté ensuite dans ces dimensions des images qui leur étaient familières. Ils ont participé à la construction de ces mondes. Donc ces égrégores ont été créés pendant l'expérience humaine et ensuite emportés avec eux dans ces mondes. Ce n'est pas l'inverse qui s'est produit, ou du moins moi c'est ce que j'ai constaté. Mais bon, il existe certainement des mondes où il y a eu une autre dynamique de création. Donc je suis assez d'accord avec vous, avec ce que vous affirmez dans la dernière partie de votre texte, lorsque vous dites que tout cela est produit et conditionné par nos cultures, nos croyances et nos représentations symboliques. Je vais prendre un exemple certainement extrêmement banal, mais si vous regardez le film Matrix, on vous explique bien comment l'esprit humain est capable de s'ancrer dans une réalité et de la faire devenir propre, de la faire devenir personnelle, pour vivre à l'intérieur de quelque chose qui est créé artificiellement. Donc quand vous allez dans ce genre de monde, l'esprit du voyageur astral s'adapte au monde dans lequel il se trouve, et oui, les choses deviennent tangibles, ils ont une solidité, il y a une interaction, etc., etc. Voilà, donc pour aujourd'hui, la vidéo est terminée. Donc, elle a même dépassé les 30 minutes. En ce qui concerne les prochaines vidéos, alors j'ai décidé finalement qu'à partir de maintenant et jusqu'à une date à définir, alors la date à définir, ce sera certainement la fin de mon déménagement dans ma nouvelle maison et la fin des travaux, que je ne ferai qu'une vidéo par mois. Donc, je préfère faire des vidéos de 30 minutes, un petit peu plus complètes et de qualité, qui me permettent d'explorer la thématique que j'ai choisie à 360 degrés, ou même si j'arrive à 180 degrés, déjà c'est pas mal, plutôt que de faire des mini vidéos de 10 minutes tous les 15 jours à la va-vite, juste pour pouvoir respecter le timing que je me suis imposé. Donc maintenant, les vidéos sortiront tous les deuxièmes vendredis du mois, toujours à la même heure, donc à 16h. Alors, je me laisse tout de même la liberté, si j'en éprouve la nécessité, mais surtout si j'ai le temps, de publier une petite vidéo entre une vidéo officielle et l'autre. Donc, si vous êtes nouveau sur ce canal et que les vidéos que je fais vous semblent intéressantes et que justement, vu que je ne publie à partir de maintenant qu'une vidéo par mois et que vous voulez être informé dès sa sortie, je vous conseille
bon, c'est qu'un conseil, hein, vous n'êtes pas obligé bien sûr, de vous inscrire et de cliquer sur la petite cloche bleue, hop là, et de cliquer sur la petite cloche bleue qui se trouve juste à côté pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Alors je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous remercie aussi d'être de plus en plus nombreux à suivre mes vidéos et à participer dans les commentaires. Je vous souhaite donc pour aujourd'hui une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se revoit donc vendredi 11 février, donc c'est moins d'un mois quand même, pour la prochaine vidéo. Ciao!